s'est positionné main dans la main avec Accenture pour écrire une histoire non pas d'absorption et d'intégration, mais plutôt de partenariat et de complémentarité. Introduire de la diversité permet de multiplier les regards que l'on porte sur le système que l'on conçoit et permet donc d'apporter une valeur beaucoup plus universelle, j'irais dire même beaucoup plus humaniste de ce qu'on crée. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer les DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code avec le choix d'IT et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSAS se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Pierre Nicoli, CIO du groupe Octo Technologies. Bonjour Pierre. Bonjour Bertrand, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bon, super. Alors Pierre, il est le CIO d'Octo Technologies qui, si vous ne le savez pas, en fait, a été racheté, incorporé par le groupe Accenture. Donc, on a une histoire assez importante et assez précise aussi, parce que Pierre l'a vécu de A à Z. Donc, je suis assez impatient de savoir un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous dire, Pierre, un petit peu avant voilà, qu'est-ce que c'est que rentrer dans un compte comme ça? Ben voilà, quel était ton job, quelle était la structure un peu d'Octo et donc du coup, comment ça s'est lancé tout ça? Bien sûr. Alors, il faut comprendre qu'Octo Technologies, c'est une boîte qui a aujourd'hui 22 ans, donc qui avait quand même eu le temps de faire, de rouler un peu sa bosse sur le marché français et également suisse, marocain, brésilien. Il y a eu un peu de présence à l'international avant d'être acheté par le groupe Accenture. Personnellement, moi, j'ai intégré Octo Technologies il y a 6 ans bientôt en tant que consultant, plutôt développeur. Donc, je n'étais pas du tout voué à avoir le rôle que j'ai aujourd'hui. On détaillera un petit peu comment c'est possible qu'un consultant devienne CIO d'une boîte de 700 personnes, parce que je pense que c'est une histoire qu'on vaut la peine et qui en dit long aussi sur la société. Et Octo a connu un shift il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et s'est penché vraiment sur la question de qu'est-ce qu'une entreprise agile, avec cette particularité très typique d'Octo d'attaquer un sujet par le concret, par l'expérientiel, et non pas juste par la théorie et le marketing. Et des forces d'Octo, c'est la congruence, c'est d'être ce qu'on vend, de pratiquer ce qu'on vend, et voilà, de pouvoir parler à la première personne de ce qu'on peut proposer à nos clients, et ce depuis toujours, depuis les débuts d'Octo. Donc moi, c'est ce qui m'avait beaucoup attiré vers cette société. Après quelques autres boîtes de conseil, on va dire un peu moins congruentes, clairement, entre ce qui est affiché et ce qui se passe à l'intérieur. J'ai appris un mot aujourd'hui, c'est déjà ça, pas mal. Congruence. Alors, ouais, la congruence, tu veux la définition? Allez, vas-y, maintenant, cogner. C'est l'alignement entre la forme et le fond, entre ce qui est exprimé et ce qui est pratiqué. C'est l'alignement parfait, en fait. C'est comme ça que je le définis. C'est peut-être pas la définition de Larousse. Mais ça va. OK. et je pense que c'est vraiment une des spécificités d'Octo encore aujourd'hui. OK. Et t'es quand même arrivé avant le rachat, on est d'accord, hein? Exactement. Et donc, en tant que consultant, donc plutôt orienté la prestation de service, accompagnement de clients, etc. Et un jour, à peu près un an après mon arrivée, un mail tombe dans la boîte de tous les salariés
Octo vend à Accenture. Et là, c'est le drame. Je pèse mes mots, c'était un drame, une vraie crise interne. C'est-à-dire qu'il était inconcevable pour beaucoup de salariés à l'époque qu'une boîte comme Octo vienne s'acoquiner avec une boîte comme Accenture. Et là, il peut se passer plusieurs choses dans la tête des gens. Il y a bien sûr le « je me casse ». Il y a le « moi, je ne ferai jamais ce qu'on dit », donc la résistance. Voilà, il y a la fuite, la résistance. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens aussi qui étaient dans le fatalisme, qui n'est pas forcément négatif, mais qui est, bon, maintenant, l'histoire est écrite, comment on va continuer de l'écrire? Et moi, je me suis plutôt situé dans la troisième catégorie, en me disant, bon, moi, je n'ai pas la main sur pourquoi le patron y vend, pourquoi Accenture achète, mais ce que je sais, c'est que je kiffe cette boîte. Je n'ai pas d'autres mots, c'est peut-être un peu familier comme langage, mais c'est un vrai kiff. Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner cette transfo? Parce que je ne me suis jamais aussi senti aussi bien dans une société. Et il se trouve qu'à peu près à ce moment-là, mon prédécesseur, lui, a décidé de ne pas continuer l'aventure pour plein de raisons qui lui sont propres et qui n'étaient pas, qui sont ce qu'elles sont. Et moi, avec mes, à l'époque, presque 15 ans d'informatique sous la ceinture, je me suis dit, j'ai fait un peu d'infra, j'ai fait un peu de pilotage de projet, j'ai fait du développement, j'ai fait plein de métiers de l'IT, toujours à piocher. Voilà, je suis dans ces profils dits un peu couteau suisse, toucher à tout. J'adore cette boîte. Et ce qui m'intéresse dans mon métier, ce n'est pas de rendre service à des clients, c'est de rendre service. Donc, pourquoi pas postuler et du coup rendre service à la boîte que je kiffe. Et ça s'est lancé comme ça. Ouais, ça s'est lancé comme ça. Donc, moi, je suis rentré sur ce poste chez Octo, en particulier sur le mandat d'intégration. Ok. Et là, du coup, tu as un mandat d'intégration, tu vas nous en parler. Et les équipes donc IT d'Octo étaient composées de quel type de personnes? Il y en avait combien? Comment elles ont été impactées? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à ce moment-là parce que voilà, ils ne se sentaient pas forcément à l'aise? C'était une des difficultés en effet parce que 100% de l'équipe est partie à ce moment-là. Non, 100%? Ouais, sur l'équipe dite DSI, 100% sont partis, soit pour des raisons complètement annexes, c'est juste que les calendriers sont agencés comme ça, soit parce que voilà, ils n'avaient pas envie de vivre cette aventure. Et du coup, c'était combien de personnes? Parce que 100%, c'est 4. Bon, on comprend. À l'époque, c'était 4 personnes. Oui, bon, voilà. C'était une petite équipe aussi, quoi. On était beaucoup moins. Hein. On était beaucoup moins. On était, je crois, 350, pas 400, je pense, à l'époque. Donc, c'était plutôt bien proportionné. Et une équipe donc, de 3 personnes qui pilotait toute l'infrastructure des locaux, ainsi que toute la gestion de la distribution de matériel pour les autres consultants, le reste de la société. Okay. C'était très centré sur cette partie très traditionnelle, infrastructure et assistance. Support et infra, quoi. Voilà, support et infra. Ouais. Okay. Et ce qui s'est passé dans le mouvement en fait, de cette intégration avec Accenture, donc il y avait un nombre de chantiers assez incroyable à piloter. Je n'étais pas tout seul, évidemment, mais il fallait prendre en compte comment on allait mener nos opérations, donc comment on allait continuer d'apporter du support. Est-ce que ça voulait dire que l'équipe qui était venue remplacer celle qui était partie allait devoir intégrer, par exemple, le groupe? Est-ce que ça voulait dire qu'on restait salarié d'Octo Technologies? À une époque, on ne savait même pas si Octo Technologies allait rester une entité légale séparée. Enfin, donc, il y a eu énormément d'allers-retours sur cette partie-là, mais également, il fallait revoir l'intégralité des process, que ce soit d'achat, de distribution de machines, de garantie de la sécurité, de mise en place, etc. etc. Dans une société Octo, à l'époque, qui quand même est menée toujours autant que faire se peut, mais qui est menée sur un principe de confiance et où du coup, la population n'était pas nécessairement sensibilisée
ou éduquer même à la question de la sécurité informatique, qui était moins pressante aussi, il faut remettre dans le contexte. Hein. Il n'y avait pas des demandes de rançon toutes les semaines comme on peut voir aujourd'hui. Il n'y avait pas les attaques permanentes qu'on peut voir aujourd'hui. On était une plus petite société, donc on avait moins de cibles aussi, etc. Donc, mais il manquait beaucoup de cette sensibilité, en tout cas des utilisateurs, qui aujourd'hui s'avère absolument d'actualité. Il suffit d'ouvrir à peu près n'importe quel site de veille informatique pour le comprendre. Dans cette histoire d'intégration avec Accenture, s'est positionné main dans la main avec Accenture pour écrire une histoire non pas d'absorption et d'intégration, mais plutôt de partenariat et de complémentarité. Donc, très vite, tout le monde est arrivé à cette conclusion que il ne fallait pas remplacer une culture par une autre, qu'il ne fallait pas essayer de casser ce qui faisait qu'Octo marchait avant le rachat pour que ça devienne quelque chose de typiquement Accenture, mais qu'au contraire, ça pouvait être, je pense, je le dis avec mes mots, mais un bout atypique d'Accenture. Et c'est là qu'une histoire très différente a commencé à se dessiner avec cette idée que Octo, dans la mesure du raisonnable, pouvait rester maître de son destin à plein d'égards, tout en étant bien sûr aligné avec la stratégie du groupe et à sa présence en France. Donc un exercice très délicat, puisque on partait quand même avec deux mindsets très différents, avec deux populations très différentes, avec une boîte d'un côté qui était sur 100% sur la confiance par rapport à une boîte qui est 100% process. Donc voilà, c'était un vrai nouveau modèle à créer, un modèle hybride et qui permettait de pérenniser ce qui plaît dans le mindset d'Octo, tout en pouvant l'intégrer et faire levier avec la puissance d'un groupe comme Accenture. Un challenge de fou, en fait, enfin, vraiment de grand malade, presque. Et donc, on a tout construit, que ce soit sur la partie DSI, CIO, mais aussi sur tous les autres flux d'intégration qu'il peut y avoir, dans cette idée-là. Comment on trouve le juste milieu pour que tout se passe bien. Et là, du coup, juste pour que je comprenne, parce que tu avais le passif donc support infra, s'il y avait eu que ça à garder, ça n'aurait pas été, j'imagine, aussi compliqué ou dans tous les cas avec moins d'enjeux. Donc, qu'est-ce qui s'est rajouté par rapport aux missions préexistantes, en fait? C'est une excellente question parce que c'est exactement c'est vraiment ça qui s'est passé. Très vite, on s'est rendu compte qu'un des piliers d'Octo était l'outil qui pilote notre activité. Alors, pour mes camarades qui nous écoutent et qui sont en ESN, voilà, c'est la gestion du CRA. Hein, c'est un peu la clé de voûte d'une ESN. C'est comment je suis les temps de mes consultants et comment je peux ensuite transformer ça en facturation. C'est un peu la base. Et pour ceux qui ne sont pas dans les ESN, c'est souvent les papiers que vous êtes amenés à signer régulièrement pour dire que vos consultants externes ont bien effectué leur mission. Et il se trouve qu'on avait un système très différent de celui d'Accenture. Et une des choses assez particulières dans le groupe Accenture est que à peu près tout le monde est soumis à ce système-là. Et donc, nous, on avait une équipe en interne qui développait notre outil interne de bout en bout. Et ça, ce n'était pas l'équipe qui était chez toi, c'était une équipe à côté? À l'origine, c'était une équipe à côté. OK. On a décidé de ramener dans le giron plus officiel de la DSI pour pouvoir en faire un autre levier aussi, un autre champ d'intégration, avec ce pari un peu dingue de se dire on va faire en sorte que notre système vienne alimenter le système mère du groupe, ce qui n'avait jamais été fait à l'échelle pour n'importe quelle société. Ça n'avait jamais été fait à ce niveau-là dans l'intégralité du groupe à l'international. Donc, on parlait de 500 clampins qui allaient utiliser un autre logiciel pour remplir le même truc que les 450 000 autres à l'époque. Et on a pris le pari qu'on pouvait le faire
parce que c'est notre métier chez Octo Technologies. Une de nos spécialités, c'est le delivery agile, c'est l'artisanat du code. Voilà. Enfin, ça aurait été presque impensable qu'on n'essaye pas, parce que c'est dans nos gènes d'essayer ce genre de truc. Et on l'a fait. Ça a pris quelques mois, ça a pris à peu près, je crois, à peu près 200 jours hommes voilà, sur une équipe de 4 personnes pour arriver à faire en sorte qu'on garde notre outil qui nous ressemblait tant, qu'on continue de le piloter de la manière qui nous ressemble, tout en intégrant les contraintes de la maison mère, son mode de fonctionnement, ses nouvelles quelques règles. Par exemple, on passait d'un pointage mensuel à un pointage 2 fois par mois, etc. Et en fait, on a réussi à faire tout ça avec plein d'entrain de tous les côtés. C'est-à-dire que même le groupe était très curieux de voir comment on pouvait atteindre ça. Les concepteurs de logiciels de la maison mère avaient un peu prévu le coup d'ailleurs, mais n'avaient jamais eu de clients parce qu'ils avaient développé des API pour faire typiquement ce genre de choses, mais n'avaient jamais eu l'occasion que ce soit vraiment mis en œuvre pour un logiciel externe. Il avait mis en œuvre pour l'application mobile, mais pas pour un logiciel externe. Et en fait, en marchant main dans la main, en échangeant régulièrement, en étant dans une communication directe, dans des boucles de feedback rapides, on a réussi à démontrer qu'on pouvait le faire et à passer ça en prod dans les temps qu'on avait prévus et du coup, à s'intégrer de manière presque complètement transparente pour les utilisateurs dans ce système qui est au cœur de Octo et d'Accenture. Et pourtant, en arrivant à faire fonctionner ces données dans le grand référentiel mondial qui nous dépasse et qui est stratosphérique par rapport à Octo, et ben, ça rentre. Comme quoi, voilà, l'échange permanent, la discussion permanente a permis de faire quelque chose d'inédit. Alors, du coup, j'ai 2 questions là-dessus. Le premier, c'est que est-ce que c'était uniquement parce que il y avait un très fort attachement culturel à la façon dont gérer la déclaration des heures, etc., du consultant, qui faisait que c'était aussi un point important si on voulait que la relation entre Accenture et Octo puisse se faire, de respecter ces différences culturelles et donc du coup aussi voilà, une conduite de changement ou autre, ou est-ce que c'était que technologiquement parlant, qualitativement parlant, vous étiez, parce que vous avez pu créer ça from scratch plus récemment, etc., en avance de phase, et où du coup c'était aussi une façon de voir quelles étaient les nouvelles features que vous avez développées et etc., où du coup Accenture pourrait s'en inspirer pour remettre à jour un peu son plus gros, on va dire, ERP maison. J'aimerais croire à cette deuxième proposition en toute honnêteté, mais je pense qu'Accenture était très curieux de nous voir faire. Ouais, je pense qu'il voulait comprendre comment on pouvait arriver à faire ça avec peut-être 3 fois moins de gens que ce qu'ils ont l'habitude et des budgets beaucoup plus serrés. Donc, je pense qu'il y a une part de ça. Par rapport à ta première suggestion, qu'on pourrait interpréter comme beaucoup de choses dans cette histoire, comme Octo fait son caprice, parce que c'est une perception qui peut exister. Moi, au lieu de parler de caprice, je parle plutôt de totem. On va être plutôt dans quelque chose d'à la fois très symbolique et qui cristallise. En fait, l'outil cristallise un état d'esprit, cristallise une manière d'être, une manière d'échanger, une manière de faire confiance, une manière de valoriser aussi les employés, parce que ce qu'on arrive à faire opérationnellement en utilisant notre outil a des impacts à tous les niveaux, c'est-à-dire sur même l'évaluation annuelle des salariés, sur la calcul et la distribution des bonus, sur plein de choses en fait. Ça a des impacts très concrets pour chacun. Et cet outil, pour nous, c'est le thermomètre. Donc, ça permet à chacun de savoir où il en est. Donc, c'était très important pour nous parce que c'était le totem de notre culture. Et juste pour être certain, tu parles que c'est un totem, donc, parce que du coup, ça cristallise. Ça, clairement, donc du coup, aussi tactiquement parlant, pour créer une relation, c'est important d'avoir les symboles et de comprendre aussi son importance. Mais tu dis aussi
que la plateforme et le service, donc en gros l'interface graphique, le workflow de façon de travailler, en fait, est culturel. Ou que la culture l'est ou vice-versa, mais que dans tous les cas, ça se nourrit. Tu peux expliquer un petit peu plus là-dessus? En 3 mots, loi de Conway, en fait. La loi de Conway qui dit que les organisations qui conçoivent des systèmes tendent inévitablement à produire des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. En gros, on revient à l'histoire de congruence. C'est-à-dire que quand une équipe, quand des gens, quand une société d'hommes et de femmes et de non-binaires crée un système d'information, eh bien, ce système va leur ressembler. Et comme cet outil avait été créé en interne, il nous ressemblait. Et en fait, on finit par s'identifier à l'outil qu'on fait vivre. Et donc, il y a un impact, il y a une relation symbiotique qui s'établit entre nos manières de faire, nos manières de s'outiller, de fonctionner et qui on est. Et tant qu'on a conscience de ça, on comprend la puissance que peut avoir le bon logiciel au bon endroit dans une architecture de système d'information. Et on peut aussi comprendre comment un système qui ne ressemble pas à l'organisation peut aussi faire des dégâts dans une entreprise. C'est-à-dire comment essayer de forcer au chausse-pied, par exemple, un grand ERP qui va forcément tirer des changements de manière de faire, va venir créer des tensions, va venir en fait dégrader quelque part le bien-être des salariés. Or, une des clés de la réussite, et je pense qu'on en a de plus en plus conscience, notamment au vu des derniers mois qui se sont écoulés, le bien-être des gens dans une entreprise, c'est une des clés du succès et du succès durable, parce qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils font, parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'ils font tous les jours, parce que le travail, on y passe beaucoup de temps. Et il faut que tout ça puisse s'harmoniser, donc que les gens soient bien, que les outils soient bien, qu'ils correspondent à ce dont les gens ont besoin qu'ils fassent. Voilà, c'est quelque chose, c'est une harmonie à trouver. Tu disais donc que donc les gens ont tendance à créer les softwares ou les interfaces inspirées de leur propre fonctionnement en fait de groupe. Est-ce que donc du coup, et ça je vais vraiment pas enfin, tu vois, je sais même pas si ma question est bête en fait. Est-ce que tu penses que en ayant des groupes divers, donc divers hommes, femmes, âge, éducation, etc., on arriverait à avoir des interfaces qui s'adaptent plus à un plus grand nombre, ou c'est pas vrai. En fait, ils vont juste recréer aussi une interface qui leur convient à leur groupe, à eux, de fonctionnement, mais cette interface-là ne serait pas plus adaptée à des groupes plus homogènes, divers. Tu vois? Ouais, c'est une très bonne question aussi. Il y a un exemple assez récent qu'on a vu il y a un peu plus d'un an, je crois, chez Microsoft. Je vais prendre cet exemple pour en parler. Voilà, je crois que c'était Microsoft de mémoire qui avait annoncé des grandes avancées sur la reconnaissance des visages sur les photos. Une fois ça mis à la disposition du public pour que les gens puissent s'émerveiller de la capacité du système à reconnaître des visages, à identifier des choses, etc. On s'est vite rendu compte que quand on mettait une personne racisée, notamment avec une peau de couleur plutôt sombre, et là, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que les gens étaient repérés comme étant des animaux. C'est tragique. C'est tragique et on sait expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et c'est tout simplement parce qu'on a entraîné la machine avec majoritairement des gens qui étaient de type caucasien, donc qui étaient plutôt clairs de peau et qui du coup avaient des traits de gens caucasiens, etc. Donc la machine était très bonne pour identifier des caucasiens, mais complètement inepte pour identifier toute personne qui ne rentrait pas dans ces critères-là. Quand on construit un système, on construit un système qui nous ressemble. Quand on essaye de faire de l'apprentissage à un système, naturellement, parce qu'on a des biais, parce qu'on est des êtres humains, on va utiliser des choses qui nous ressemblent. Et ça introduit des biais
et l'informatique a tendance à exagérer ces biais, en particulier en termes d'apprentissage par renforcement. C'est un exemple, mais on peut le retrouver dans plein d'autres choses aussi. Tout comme quelqu'un qui est valide et qui a une vision parfaite va concevoir son site web pour le faire magnifique, pour avoir des super couleurs qui s'accordent bien. Et pourtant, le site web, s'il est public, un jour, il sera utilisé par une personne malvoyante ou non-voyante. Et là, si je ne me suis pas posé la question, mon site, il ne va juste même pas fonctionner. Il n'aura même plus de valeur, en fait, parce que je ne l'aurais pas conçu pour ça. Et en fait, la clé pour casser ce cycle et cette chambre d'écho, parce que tant qu'on est tous ensemble et pareil, on ne va pas s'alimenter de nos réflexions diverses et de notre regard sur les systèmes concrets. Et donc, introduire de la diversité dans les équipes de tout type, c'est-à-dire de la diversité de genre, de la diversité d'orientation, d'origine sociale, d'origine ethnique. Introduire de la diversité permet de multiplier les regards que l'on porte sur le système que l'on conçoit et permet donc d'apporter une valeur beaucoup plus universelle, j'irais dire même beaucoup plus humaniste de ce qu'on crée. Et aujourd'hui, l'enjeu de la technologie, à mon sens, est de rester humaniste. On a entre nos mains, presque tous maintenant, des bombes nucléaires. Les réseaux sociaux, c'est une capacité de destruction folle. L'IA a une capacité de destruction de nuisances qui peut être folle. Si on n'associe pas à ça des notions d'éthique, des notions de prise en compte des diversités, des notions humanistes et qui englobent tout ce que peut être l'être humain sur Terre, en fait, on va faire beaucoup de mal. Ça, c'est une vraie conviction. Et ça doit donc se décliner à tous les niveaux. Et ça veut dire que dès l'embauche des collaborateurs et des collaboratrices, il faut s'efforcer d'aller chercher la diversité. Il faut s'efforcer de ne pas rester sur le plaisir simple et biaisé de prendre des gens qui nous ressemblent et de travailler avec des gens qui nous ressemblent, et plutôt aller chercher des différences qui vont compléter notre regard et lever les œillères qu'on peut avoir. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, quand tu recrutes, j'imagine que c'est ce que tu fais dans ton équipe et de manière plus large, Octo. Est-ce que maintenant que tu… donc, pour revenir sur le point, donc, il y avait, tu avais le support, l'infra, vous décidez de reprendre ce projet-là. Ce projet-là, tu m'as parlé de 200 jours hommes à 4, donc c'est quand même assez rapide en soi. Enfin, je veux dire, ça ne dure pas des années. Est-ce que du coup, ce succès d'un premier projet intégré avec ton équipe vous a lancé dans une dynamique de création de services partagés ou de d'autres outils? Enfin, qu'est-ce qui a été la suite de ces projets-là? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce produit existait déjà. Donc, il y avait déjà une vie propre quelque part au sein de l'organisation. Et du coup, sa vie doit continuer. Une autre méconception, pour faire un barbarisme, qu'on peut avoir au sujet de l'ingénierie un logiciel, en particulier au sein d'une entreprise, c'est de se dire, de manière très classique, il y a la phase de conception, il y a la phase de build, puis le run, et puis éventuellement la fin, la décommission du truc. Le fait de prendre les choses avec un aspect sur la base des préceptes agiles casse un petit peu ce modèle, réduit beaucoup la conception et vient l'essaimer tout au long du cycle de vie du produit. Et pareil, le build et le run, quelque part, viennent fusionner parce que le run, en fait, c'est un build constant. C'est une reconstruction constante, c'est une remise en question constante. Et donc, le produit, aujourd'hui, il existe toujours et il ne ressemble même pas à ce qu'il était il y a 3 ans. Parce que nos besoins, en tant qu'entreprise qui a eu la chance de connaître une croissance phénoménale ces 3 dernières années, nos besoins ont changé. On a besoin de nouveaux indicateurs, on a besoin de mettre en valeur des choses différentes qui correspondent aux attentes des gens. On a besoin d'avoir des données qui sont un peu différentes parce que
justement, on est dans des démarches, par exemple, d'analyse de la diversité au sein de l'entreprise. Donc, tout bêtement, on a dû rajouter des notions de genre qui n'existaient pas, en fait, dans le système, parce qu'on n'avait pas eu besoin jusque-là. Mais à un moment, on s'est posé la question de est-ce qu'il n'y a pas des inégalités entre les différents genres dans la société? Donc, il faut bien qu'à un moment, on puisse avoir cette info. Donc, tout ça, c'est du build encore. Donc, cette équipe, elle est toujours là, elle a grandi, elle a évolué, elle a changé. Des gens sont venus, des gens sont partis. Mais c'est un bâton qui se passe de collaboratrice en collaborateur et de collaborateur en collaboratrice au fil des années. Et avec une capacité à délivrer de la valeur au reste de la société qui reste bonne. Et tout en continuant, bien sûr, ce lien avec la maison mère, puisqu'il faut que tout ça puisse continuer de fonctionner. Mais on a tout ça ensemble qui continue de vivre. Ouais. Mais du coup, parce qu'en gros, le mandat que tu avais, c'est donc, du coup, de continuer, de uniformiser tout ce qui était infrastructure, gestion du matériel, etc. OK. Ensuite, tu as pris ce rôle-là de continuer le développement et l'intégration de ce produit interne. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres missions ou est-ce que ces missions-là, en fait, ça a été déjà l'enjeu de ces années-là entières? Dans mon poste, non, je pense qu'il y a quelque chose qui va surprendre personne dans nos auditeurs. Là, il y a l'enjeu écologique aujourd'hui, clairement, qui prend une part de plus en plus importante. C'est-à-dire quels sont les leviers à notre niveau, dans notre sphère d'influence, qui nous permettent de contribuer à une réduction notable de l'émission des gaz à effet de serre. Et on a vraiment pris un tournant factuel depuis environ 2 ans. On prend le pari que faire les choses de manière plus sobre, de mesurer plus l'impact écologique de ce qu'on fait et de ce qu'on achète et de ce qu'on distribue et des prestations qu'on fait, on prend le pari en fait, il faut le faire. C'est même pas un choix, c'est presque pas à réfléchir, il faut qu'on trouve des moyens de faire les choses de manière plus raisonnable, plus raisonnée, plus durable, et qui viennent contribuer le moins possible, et si possible, de manière négative à la dégradation des conditions environnementales. Mais concrètement, sur ton poste à toi, tu fais quoi, par exemple, là? Ou est-ce que ça a été quoi le lien avec l'intégration et l'Accenture? C'est-à-dire que vous avez remis en place, vous avez changé d'hébergeur, vous avez pris les Fairphone. Enfin, tu vois, factuellement, c'est comment tu rentres dans le dur? Alors, par rapport à Accenture, c'est intéressant parce que c'est devenu un objectif commun. C'est quelque chose qui nous a rassemblés en particulier cette dernière année. Donc oui, c'est une aventure qui nous a rapprochés parce que sous l'impulsion notamment de l'arrivée de Julie Sweet, qui est la CEO d'Accenture Monde, elle aussi a ce combat en tête. Et forcément, hein, quand l'amiral du bateau décide d'un cap, le bateau se met en branle pour aller dans cette direction. Et comme nous, on avait cette même impulsion, ça nous a permis de créer un nouveau terrain d'échange, un nouveau terrain d'apprentissage mutuel, et vraiment de se rapprocher et de mener des actions vraiment communes sur la question, par exemple, de la gestion du matériel. Tu parlais de Fairphone dans ta question. Donc, on a tous les deux, soit Accenture ou Octo, par exemple, maintenant, on propose des Fairphone aux collaborateurs. Octo, on a fait le choix aussi. On devient un peu un terrain test sur des initiatives parce qu'on est une plus petite population. Donc, nous, on a fait le choix, par exemple, d'allonger la durée de vie des équipements. Or, aujourd'hui, on sait très bien que l'impact écologique de l'informatique, il y a près de 60% qui est dû à la production de matériel, à la production de laptops, à la production de workstation, d'écrans, de téléphones, etc. Donc, si on en achète moins et que du coup, on encourage moins la production, on a forcément un effet, en tout cas, de frein sur la question. Donc, on a pris ce pari-là, par exemple. Il y en a plein d'autres initiatives où on essaye aussi de faire ça, non pas en jouant la carotte ou le bâton, comme d'autres pourraient le penser,
mais plutôt en proposant et en éduquant les gens. En leur expliquant, par exemple, quand ils nous demandent de renouveler une machine, parce qu'ils ont le droit, en leur disant est-ce que tu préfères qu'on achète une machine neuve ou on a une option qui est plus écologique, qui serait de te filer une machine qui est plus récente que celle qui commence à un petit peu être une brouette pour toi aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément neuve parce qu'on l'a déjà achetée pour d'autres raisons et on l'a dans le placard, et donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc, essayer de faire la part des choses entre faire plaisir et contribuer au bien-être des salariés, parce que faire plaisir, c'est aussi sympa, mais tout en éduquant et tout en donnant un narratif à tout ça. Et la très bonne surprise qu'on a, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont sensibles quand on prend le temps de leur expliquer. Quand on prend le temps de leur dire, mais en fait, on peut te proposer une option qui a un peu moins d'impact sur la planète, et c'est ton choix. Mais en fait, les gens, ils font le bon choix. Et il n'y a pas besoin d'être moralisateur, il n'y a pas besoin d'être condescendant. En fait, les gens, une fois qu'ils ont les bonnes informations, ils savent faire des choix, il faut leur faire confiance là-dessus. Ok. Donc, du coup, vous mettez en place un laboratoire aussi de plein d'initiatives pour tester sur plein de pans ces enjeux-là. Et donc, du coup, je ne sais pas si on peut appeler ça une migration, mais après, on va dire le partenariat entre Accenture et Octo qui devait lier certains workflows, certaines façons de faire. Octo et l'IT d'Octo est devenu un laboratoire aussi à innovation interne, que ce soit sur les enjeux donc écologiques, mais pas que. Ouais, je pense qu'Octo on est vu à la fois comme un laboratoire pour des initiatives. Vous parlez de ce qu'on peut appeler le Green IT par ailleurs, mais c'est aussi des initiatives managériales, c'est-à-dire que notre mode de management est très différent du mode de management du reste du groupe. Aujourd'hui, nous, on fonctionne, on est en train de déployer très doucement, mais très sûrement, des principes sociocratiques de gouvernance d'entreprise, donc, qui consiste à mettre le pouvoir de décision au plus proche des impacts de cette décision. Donc, ni trop haut, ni trop bas, pour éviter de la direction descendante ou, à l'inverse, des non-sachants qui prennent des décisions. Donc, on essaie de trouver cet équilibre-là, ce qui amène un aplanissement de la pyramide hiérarchique, qui n'était déjà pas très pyramidale chez Octo, mais qui est plus adapté à la taille qu'on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la sociocratie chez Octo, concrètement, c'est cette capacité à faire en sorte que la décision soit prise au bon moment, au bon niveau, et par les bonnes personnes qui sont impactées, donc qui savent de quoi elles parlent. Aujourd'hui, même pour moi, si mes collaborateurs qui font par exemple le support des utilisateurs au sein de la société me disent qu'ils ont besoin de quelque chose, en fait, moi, je ne passe pas mon temps à répondre à des tickets et à faire de l'assistance aux utilisateurs. J'ai de l'expérience, j'ai du savoir, etc. Mais le quotidien, c'est eux qui le vivent au jour le jour. Donc, c'est eux qui ressentent la douleur. Et quand on met en place les bons mécanismes de communication entre nous et les bons contrats sociaux entre nous, ça permet de libérer la parole et de faire confiance dans les gens qui nous disent là, j'ai mal. Là, j'ai mal parce que quand je fais ça, c'est difficile. Parce que ce serait bien qu'on achète ça. Parce que ce serait bien qu'on passe du temps à faire ça. Eh bien, quand on leur fait confiance, qu'on leur donne l'occasion de tester, qu'on donne l'occasion à tout le monde de mener une initiative pour que leur boulot soit plus intéressant, pour que leur quotidien soit moins douloureux, en fait, il s'avère que ça marche plus souvent que ça ne marche pas et que quand ça ne marche pas, on en apprend encore plus que quand ça marche. Et donc, quoi qu'il arrive, on va se coucher moins con le lendemain. Et ça, par exemple, tu le voyais pas dans une boîte en général qui est de taille raisonnable ou dans tous les cas petite. Est-ce que il y a pas, même si des fois c'est vrai, il peut y avoir une très forte hiérarchie ou dans tous les cas très gros silos, il y a quand même une forte confiance dans les salariés ou dans les collaborateurs, notamment surtout comme dans les boîtes, comme dans les ESN où on n'a pas cette opposition entre cadre non cadre ou entre où il y a des différents types de populations.
tu vois vraiment un changement, toi, depuis que vous avez mis ça en place, vraiment par rapport à votre culture d'avant? Sur la sociocratie, en toute franchise, non, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, tous ces éléments-là étaient déjà présents avant. Ouais, voilà, ouais. La sociocratie, c'est un outil, un ensemble de manières de communiquer qui sont adaptées à la taille qu'on est aujourd'hui, mais qui s'inscrit dans une continuité du contrat social et managérial et d'entreprise qu'on avait avant. Il fallait juste qu'on cherche le next level de ça parce que quand on commence à toucher les 600, 700 personnes, bah, on ne peut plus fonctionner comme on était à 500, comme on ne peut plus fonctionner comme on était à 250, etc. Donc, c'est une extension. Donc, non, ça n'a pas changé fondamentalement, mais c'était une des pistes, en tout cas, qu'on sentait et que la direction d'Octo, la direction générale d'Octo sentait pour pouvoir passer ce cap tout en conservant ce principe de se dire qu'il vaut mieux faire confiance aux gens, que moi, une des choses que j'ai appris chez Octo, même avant d'y être, parce que j'avais fait des missions avec Octo sur le terrain en tant que salarié d'une autre boîte. Le premier apprentissage Octo que j'ai eu sans y être, c'est que, en fait, les gens, toute personne, travaille bien souvent au mieux de ses capacités. Elle fait avec ce qu'elle a. Alors déjà, plus on lui apporte et plus elle aura d'outils à sa disposition pour faire encore mieux. Mais la plupart des gens ne sont pas malveillants dans l'exercice de leur métier. La plupart des gens ont envie de faire les choses bien. C'est naturel de vouloir faire les choses bien. Et quand on leur donne l'opportunité de faire les choses bien, ils vont faire de leur mieux. Et ce qui ne va pas, il faut savoir en parler pour pouvoir faire encore mieux après. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles Octo, la tagline d'Octo, c'est « There is a better way ». C'est parce qu'on est toujours à la recherche de l'amélioration, on est toujours à la recherche de manière continue, voilà, de l'amélioration. Donc, c'est cette capacité à se remettre en question constamment. Et donc, non, ça n'a pas changé fondamentalement le mindset d'Octo, mais c'était l'outil qui nous manquait pour accompagner notre croissance et qui, du coup, est en train d'être déployé. Et si j'avais un message à passer en particulier là-dessus, c'est voilà, il faut vraiment se dire que de manière générale, et c'est peut-être très candide de ma part, mais de manière générale, les gens veulent faire les choses bien. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!